Ouais, d'accord, ok. On peut aller. Oui. Bon, la première question, c'est peut-être juste parce que vu que c'est un portrait de Gbagbo, si vous avez des anecdotes, comment vous l'avez connu, quand, un peu une introduction de votre relation avec ce personnage. Je ne le connaissais pas avant 2001, lorsqu'il était président. Et en 2001, j'étais président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Et je l'ai invité pour une audition publique devant mes collègues de la commission des affaires étrangères. Et il a fait une prestation excellente. À l'époque, il était en pleine possession de ses moyens, je ne dirais pas de ses pouvoirs, parce qu'il était déjà combattu à l'intérieur, à l'extérieur, mais il était dans une période assez solide avant que ça se dégrade. Et j'ai eu l'impression d'un homme chaleureux, serein et déterminé. Je l'ai peu connu finalement, beaucoup moins que certains de mes amis socialistes. Je l'ai revu ensuite à deux reprises au moment de la préparation de l'élection présidentielle, où je suis allé à Abidjan deux fois pour le voir longuement. Dans cette préparation, il m'a fait état des trucages, des fraudes qui se préparaient dans le Nord en particulier. Il m'a donné deux énormes dossiers que j'ai ramenés à Paris, où on voyait que dans l'établissement des listes électorales, il y avait des fraudes monumentales. J'ai transmis ces dossiers à la fois au Parti socialiste et à des avocats. Je ne sais pas très bien ce que c'est devenu. Dans mes conversations à Abidjan, j'avais aussi dit à Laurent Gbagbo, cher président, il faut faire des élections. Il m'avait dit oui, et je lui avais dit le plus vite possible. Et il m'avait dit oui, mais il y a deux obstacles. Les fraudes sont massives dans l'organisation du scrutin au Nord, et deuxièmement, beaucoup de gens, en particulier dans le Nord, sont armés, les milices de M. Soro, et donc il y a deux problèmes à résoudre. Finalement, il a fait les élections, mais ces problèmes n'étaient pas entièrement résolus. Vu que vous parlez de ces fraudes électorales, je crois qu'en 2010, on a même reconnu ça. La CEI avait reconnu qu'il y avait carrément 8% de fraude et ça a été déçu, non, en janvier 2010. Oui, c'est vrai qu'il y a, ce qui m'a le plus étonné, le plus révolté dans cette histoire, c'est que il y a une sorte d'acceptation, de consentement en France et sur le plan international. Il faut qu'il y ait des élections en Afrique, peu importe si elles sont fraudées. Une fois qu'il y a des élections, on les avalise. Et on ne fait pas la distinction entre les élections valides, il y en a eu, et heureusement il y en a eu beaucoup, on vient de le voir au Sénégal, on l'a vu récemment au Niger. Quant aux élections fraudées, peu importe, on y va. Et c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Le niveau de fraude a été énorme. Et ce n'est pas tellement le soutien à un homme, le soutien à Laurent Gbagbo qui m'a guidé. J'avais de la sympathie pour lui, mais ce qui m'a guidé ensuite, c'est le fait que les élections ont été manifestement truquées et que la communauté internationale, comme on dit à tort d'ailleurs, en particulier la France, a dit c'est réglé, allons-y, y compris par la force pour imposer ce résultat électoral. Et pour retourner en 2002, par exemple, comment est-ce que vous avez senti je sais qu'il y a eu, non, ou bien même un peu plus tard, en 2004, il y a eu, je crois, la première demande d'enquête, non, de la part du groupe socialiste sur les commissions d'enquête, deux demandes formulées par moi-même et Paul Quilles qui siégeait à la commission. Refus catégorique du président Balladur, qui présidait la commission des affaires étrangères, sur ordre du gouvernement, pas question de commission d'enquête, alors que nous avons obtenu une commission d'enquête, par exemple, pour les événements de Srebrenica, nous avons obtenu une commission d'enquête pour
ou une mission d'information pour les événements du Rwanda. Là, blackout total, interdiction que les parlementaires français mettent leur nez dans ce qui s'est passé à Abidjan, en particulier en Côte d'Ivoire, par rapport aux événements auxquels vous faites allusion. Il y a eu manifestement un interdit du Quai d'Orsay et de l'Élysée pour que les parlementaires soient à l'écart de l'investigation. Et il y en avait eu deux, non? 2 demandes, 2 refus. Dans quelles années? Ça, c'était entre 2002 et 2007, sous la présidence de M. Chirac et sous la présidence d'Édouard Balladur, président de la Commission des Affaires étrangères, qui est allé contre les intérêts du Parlement, ce qui est très rare. Très rare parce que, par exemple, quand nous avons demandé ensuite, entre 2007 et 2008, une commission d'enquête sur les infirmières bulgares prisonnières puis libérées en Libye, avec des aspects qui étaient assez curieux de la part du pouvoir français, on a obtenu immédiatement cette commission d'enquête. M. Poniatowski a joué le jeu parlementaire. Il était le président de la Commission des Affaires étrangères. Il a joué le jeu parlementaire, au contraire de M. Balladur, qui a censuré en quelque sorte le travail parlementaire. Et je me demandais, comme il faut un accord de groupe quand même pour pouvoir demander l'enquête, non? Bien sûr. Demande d'enquête. Donc je me demandais comment est-ce que c'était possible qu'il y avait cette grande division. Je pense à 2004 où une grande partie du Parti socialiste dit Gbagbo doit partir. Oui. Oui, alors ensuite, mais c'est plus tard ça. Hein, c'est beaucoup plus tard. C'est après les événements tragiques d'Abidjan. Oui, au fur et à mesure où finalement une partie du Parti socialiste a perçu qu'il était très réticent à déclencher le processus électoral, il y a eu une inquiétude, effectivement. En plus, au sein du Parti socialiste, le couple Ouattara a mené un lobbying absolument considérable. Madame Ouattara, qui est d'origine française et qui a beaucoup d'amis, qui a beaucoup à droite, à gauche, a fait un travail absolument énorme de lobbying, je répète, et petit à petit, elle a convaincu un certain nombre de dirigeants socialistes, je pense à Dominique Strauss-Kahn et d'autres, Laurent Fabius, que Ouattara c'était l'avenir et que Gbagbo devait partir. Et donc le Parti socialiste s'est divisé à partir de ce lobbying. Je dois dire que dans la communication en général, Laurent Gbagbo a été très faible et n'a pas eu les relais suffisants. Et justement, dans la question de la communication, est-ce que vous sentez qu'il y a eu, à partir de 2002, mais même avant, parce que déjà à partir de 2000, il y avait une association, par exemple Prévention Génocide, qui était partie du Belgique pour faire des recherches, je disais en 2002, en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a eu une désinformation ou une manipulation de l'information dans la presse française pour toute la période, non? On parlait d'escadron de la mort, on parlait de xénophobie, d'ethnonationalisme. Est-ce que vous avez ressenti que c'était de la manipulation? Gbagbo, avec ses qualités et ses défauts, était un peu une exception en Afrique de l'Ouest. Et donc, il y avait beaucoup d'habitués en France, à gauche, à droite, surtout à droite, mais qui ne supportaient pas cette exception. Et alors, l'un des pires ennemis de Gbagbo dans cette période, ça a été tout de même le président Chirac, qui effectivement, avec ses ministres des Affaires étrangères, n'admettait pas qu'il y ait une personnalité à part, plutôt de gauche, plutôt socialiste, au sein de cette région,
très contrôlé, très regardé par la France. Il y a eu ce phénomène. Mais moi, je n'excuse pas les dérapages du pouvoir ivoirien sous la présidence de Laurent Gbagbo. Il y a eu des dérapages, il y a eu des erreurs considérables, mais pour l'essentiel des événements les plus graves, les enquêtes n'ont pas abouti, les enquêtes n'ont pas été faites, et il faudra connaître sur toutes ces années l'exacte vérité. Moi, je ferai en sorte que le moment venu, on puisse aller jusqu'au bout de l'investigation, par exemple sur les événements qui ont abouti à la destruction des avions après l'attaque contre les militaires français qui a fait 9 morts, etc. Il y a des éléments extrêmement troubles. On sait très bien qu'en Afrique sévissent des officines, des barbouzes, des gens de sacs et de cordes, et que ces gens-là se mêlent parfois aux officiels, y compris dans le camp français. Donc il faudra connaître toute cette vérité. Mais j'espère que Laurent Gbagbo pourra très largement, au cours du procès de La Haye, évoquer un certain nombre de choses qu'il nous avait déjà dites, mais qui n'étaient pas exprimées publiquement sur tous ces sujets. Donc, mais moi je suis dans cette affaire, j'essaie de tendre à l'objectivité. Je ne suis pas manichéen. Je ne fais pas partie des pro-Gbagbo contre les autres. Beaucoup de socialistes sont devenus pro-Ouattara ouvertement contre tout le reste. Bon, et c'est une erreur. Vous savez, il y a une grande méconnaissance de l'Afrique dans les partis politiques français, aussi bien à droite qu'à gauche, et y compris au Parti socialiste. Il y a un certain nombre de gens qui prétendent connaître l'Afrique et qui ne la connaissent pas, qui parlent de l'Afrique et qui n'ont aucune raison de le faire parce que leur méconnaissance est abyssale, y compris parmi certains dirigeants ou responsables de la rue de Solferino. On le voit encore aujourd'hui. Et votre pensée sur, disons plutôt la pensée de Gbagbo, donc ces plans, est-ce qu'on en parlait est-ce que c'était un... J'ai vu un peu que dans l'international socialiste, c'était quand même, spécialement pour le groupe Afrique, un point de référence. On parlait de lui par rapport à sa vision sociale, politique. Oui, justement, il a fait beaucoup, il a suscité beaucoup d'espoir. Sa carrière, ou en tout cas son aventure personnelle, le fait qu'il ait été responsable politique, mais ensuite exilé, longtemps chassé par le pouvoir de l'époque, Houphouët-Boigny, et puis ensuite son retour, les turbulences des successeurs de Houphouët-Boigny, les événements tragiques qui sont survenus, on a fait un personnage qui a vraiment vécu, qui a une vraie histoire, qui a des convictions, mais dans la pratique, dans l'exercice, parce que probablement il était mal entouré, il y a eu beaucoup d'erreurs. Mais il supportait le poids d'une hostilité, je ne dirais pas internationale, puisqu'au contraire, vous dites au début, au sein de l'international socialiste, il suscitait beaucoup d'espérance. Mais tout de même, il était l'intrus dans cette région d'Afrique. Et comme intrus, il a indisposé, il a bousculé les idées reçues, et il s'est construit toute une série d'ennemis, en plus, qui étaient manipulés par les forces hostiles à Gbagbo, et en particulier le phénomène Ouattara. Et pour retourner juste au détail que vous avez dit de la femme de Ouattara, comment c'est possible quand même qu'à travers du lobbying, parce qu'il y avait déjà eu une rencontre en 2000, une anecdote où Gbagbo était arrivé en 2000 à Paris, et il y avait eu un quiproquo avec un ministre, je ne me rappelle plus quoi, qu'il était invité chez les Mitterrand, après il découvre, non c'est pas lui, c'est Ouattara. Donc il y avait déjà en 2000 vu que peut-être le Parti socialiste se serait divisé sur l'appui de l'un ou l'autre.
Mais comment ça s'explique quand même qu'une personne puisse faire du lobbying à un parti? C'est une question de moyens. Madame Ouattara a une fortune colossale. Et à partir de là, elle est intelligente, très active, très politique. Et elle a fait ce qu'il fallait. Et malheureusement, un certain nombre de socialistes sont tombés dans le panneau. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est une question de moyens, une question d'argent, hélas. Hein. Et ensuite, elle a profité de ce que j'appelais l'ignorance abyssale des questions africaines de la part d'un certain nombre de socialistes. Je ne parle pas là de Strauss-Kahn ni de Fabius, qui connaissent très bien l'Afrique, mais qui, voilà, ont été finalement fascinés par, et convaincus en tout cas par les arguments de Alassane Ouattara et de son épouse. Alors il venait du FMI en plus, donc c'était un personnage crédible, et ça le reste. Mais la volonté de prendre le pouvoir était plus forte que le reste. Et est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas grand... Il y a un interview de Gbagbo dans les années 80 où il dit dans un journal ici à Paris, il dit même franchement entre la droite et la gauche en France, il n'y a pas de différence par rapport à l'Afrique. Est-ce que vous serez d'accord sur ça ou plutôt vous prenez la position de, j'ai entendu Guy dire, voilà, si en 2002 Jospin était resté, on n'aurait pas eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je comprends que Laurent Gbagbo ait pu avoir cette vision des choses, mais c'est en partie injuste. Et notamment quand vous faites allusion à Lionel Jospin, je pense que Lionel Jospin, qui lui est un bon connaisseur de l'Afrique, n'a pas traité les problèmes africains comme quelqu'un de droite. Il s'est démarqué considérablement. Charles Jocelyn a été un bon ministre de la coopération. Il y a eu beaucoup de contradictions dans la gestion des questions africaines de la part de la gauche au pouvoir entre 1981 et 1995, c'est-à-dire pendant les 14 années de François Mitterrand. Il y a eu de bonnes choses et de moins bonnes. Et on a oscillé entre diverses appréhensions de la question africaine, la manière de traiter les pouvoirs en place. On se rappelle tous de la chute de Jean-Pierre Cot, premier ministre de la coopération à partir de l'élection de François Mitterrand en 1981, qui a voulu mettre un terme à ce qu'on appelait déjà à l'époque la France-Afrique. Donc son aventure, alors que Jean-Pierre Cot était quelqu'un de très bien, de très intelligent, a ressemblé étrangement par la suite, ou plutôt l'aventure de Jean-Marie Bockel, licencié par le président du Gabon et par le gouvernement français de son poste, parce que lui aussi avait osé mettre en cause la France-Afrique. Et même si M. Bockel était moins performant intellectuellement que M. Jean-Pierre Cot, ils ont subi la même aventure et la même brièveté aussi dans l'exercice de leur mandat de ministre de la Coopération. Donc il y a eu des oscillations, il y a eu un traitement un peu chaotique. Je ne pense pas qu'avoir fait de Jean-Christophe Mitterrand le Monsieur Afrique de l'Élysée ait été une bonne idée. Je le dis alors que je suis un mitterrandiste pur sucre. Et très franchement, s'il y avait quelques reproches à faire à François Mitterrand, il y a celui-là. Guy Pen, par contre, a été réglé intelligemment un certain nombre de problèmes. Voilà, je pense que si la gauche a péché parfois dans le traitement des questions africaines, c'est plus par méconnaissance que par idéologie ou entêtement. Même si là, il y avait vraiment un choix idéologique quand
82 ou 91. Non, il a résisté 18 mois, je crois, Cotte. Non, Cotte, il a oui, résisté oui, 18 oui. mois, après on l'a écarté. Si on Mais pense... peut-être qu'il n'a pas fait preuve de la plus grande habileté. Vous savez, il y a un doigté, une sensibilité qu'il faut avoir vis-à-vis des questions africaines. Et chacun sait il est impensable de calquer exactement nos méthodes, nos systèmes, nos constitutions, nos pratiques politiques, d'exiger des pays africains qu'ils nous copient de manière conforme. C'est ridicule et lamentable. C'est même une certaine forme de néocolonialisme de prétendre qu'il faut exporter tous nos systèmes, etc. Parce que nous-mêmes, nous avons des travers en matière de corruption et par conséquent, on n'a pas de leçons à donner. La caricature du discours de Dakar de M. Sarkozy, écrit par M. Guénaud, qui est un discours raciste, c'est pas tellement ces petites phrases sur l'homme africain qui n'est pas entré dans l'histoire, c'est déjà scandaleux. Mais ce qui est incroyable dans ce discours, c'est qu'il y a 15 pages de donneurs de leçons aux Africains. Il commence par dire dans son discours « je n'ai pas de leçons à donner » et les 15 pages, il ne fait que ça. Donc ça, c'est vraiment une pierre très noire dans la relation franco-africaine. Ce discours de Dakar est une abomination. Et M. Sarkozy a payé ce discours. Il est terriblement impopulaire en Afrique. D'ailleurs, il n'aime pas l'Afrique. Il y va le moins possible. Et chaque fois qu'il y va, il n'a qu'une hâte, c'est de retourner en France. Et en effet, si on pense qu'entre Cotte et Brokel, il y a eu 25 ans, 24 ans de temps. Oui, mais avec des gestions différentes, avec des ministres de qualité, d'autres moins. J'ai parlé de Charles Jocelyn qui a bien agi. Ça, c'était avec Jospin. Pour le reste, il a fallu gérer, il a fallu s'adapter. Il a quand même fallu attendre 91, donc 10 ans pour le discours de La Baule. Le discours de La Baule qui est un vrai discours d'orientation nouvelle dans la relation franco-africaine. Moi, j'adhère au discours de La Baule. J'aurais préféré qu'on le fasse plus tôt et qu'on le pratique plus tôt. Mais cette ligne, elle mérite d'être suivie encore aujourd'hui. Juste une dernière. C'est quoi la doctrine d'Abidjan? Et c'est le fait même que les décisions des bailleurs de fonds vont influer aussi sur les financements de l'Union européenne ou du Club de Paris, ou que c'est tout lié. Donc il doit y avoir une bonne relation. C'était en 1994. Il doit y avoir une bonne relation avec les bailleurs de fonds AMF, Banque mondiale, sinon on n'a pas l'accès à les autres financements possibles. Et le fait même de lier tout le financement à une acceptation de la démarche, disons des bailleurs de fonds principaux. Et est-ce que comme socialiste, vous pensez que c'est un peu réduire la marge de manœuvre d'un parti politique, ou est-ce que au contraire vous... Non, c'est totalement pervers. Et d'ailleurs, il est notable que ce système a été exercé particulièrement, vous parlez de 94, sous le gouvernement de M. Balladur, qui est un ultralibéral, qui ne jure que par la finance internationale. Donc la marge de manœuvre des pays africains concernés s'est réduite. Et la Banque mondiale, le FMI a pu exercer des pressions considérables. Alors, certains ont été sages et l'ont appliqué convenablement en conservant une marge de manœuvre pour leur peuple, pour le développement. Mais d'autres ont été pressurés par ce système. Un système très marqué par la pensée balladurienne. Et on pourrait dire que c'est aussi là une des causes de la crise ivoirienne, c'est la privatisation
des années 90 qui a un peu réduit le rôle de l'État. Pas seulement la privatisation, mais le fait qu'ils étaient contraints de se soumettre aux règles financières, à la puissance financière des organisations internationales. Mais ça ne les exempte pas d'un certain nombre d'erreurs, d'un certain nombre de phénomènes qui se sont produits, y compris dans la corruption, à partir du moment où ce pays vit essentiellement du cacao, par exemple, ou de son port, des échanges. Il y a eu des phénomènes que Laurent Gbagbo a mis trop longtemps à maîtriser. Je parle par exemple de la filière cacao et de toute une série de corruptions qui sont insupportables pour la bonne marche d'un pays. Parce que ça, c'était en effet une structure qu'il ne connaissait pas trop bien, parce que ça existait déjà. Oui, et puis dans son dos, et moi j'en ai été témoin dans les conversations que j'ai eues avec lui sur ce sujet, il y avait des pratiques totalement condamnables, dans son dos, y compris au sein de son propre gouvernement. Alors, raison de plus, évidemment, quand ce gouvernement a été fabriqué par les accords de Kléber-Marcoussis, par la France, et où on lui a imposé son principal adversaire comme Premier ministre. Et donc, vous pourrez dire, parce que ça c'était un peu plus tard en Oui. Ouagadougou, mais bon, et à l'époque avec Marcoussis, est-ce que vous serez d'accord que depuis Marcoussis, en réalité, il n'y a plus de gouvernement Gbagbo, il y a une coalition Oui, mais le système, oui, il y avait une coalition, mais... Ou par exemple, la rébellion était surreprésentée en se divisant évidemment, en parties. mais je pense que les accords de Kléber-Marcoussis qui ont été montés par le gouvernement français, c'est un scandale absolu. Et la gauche française, le Parti socialiste n'ont pratiquement pas réagi. C'est lamentable, mais on peut l'expliquer encore une fois par une très forte méconnaissance de l'Afrique et aussi par le fait que le Parti socialiste ne s'intéresse pas passionnément à l'Afrique. J'espère que ça va changer. Il est possible que ça change. Je crois que François Hollande aime beaucoup l'Afrique et qu'il s'y intéressera. Mais pour revenir à cette époque, et là encore il faudra écrire, il faudra raconter le cynisme du gouvernement français, et en particulier du président Chirac et du ministre de Villepin, par rapport à ces accords qu'on a imposés derrière son dos, alors qu'il était parti déjà, après la négociation de Kléber, pour déstabiliser définitivement ce pays et en même temps provoquer les élections qui devaient aboutir au départ de M. Gbagbo. Tout ça a été programmé, il y avait un but précis, virer Gbagbo, il y avait une stratégie, adouber ses adversaires dès le départ, et voilà tout ça sous le contrôle d'une présence militaire française, qui bien entendu n'a rien fait quand il s'agissait de sauver des gens. Je pense à toutes les exactions qui ont eu lieu là où était déployée à la frontière nord-sud une partie de l'armée française ou de l'ONUSI qui a agi de la même façon. Et puis, voilà, tout ça est très cynique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les historiens, que les parlementaires, dont c'est le devoir d'investigation, puissent un jour éclaircir tout cela, car il y a énormément de faces cachées, de non-dits, de dissimulation dans toute cette aventure. Mais encore une fois, ça doit être fait sans manichéisme, avec objectivité, et en reconnaissant les erreurs du pouvoir ivoirien, et de Laurent Gbagbo en particulier.
Et quelles sont les erreurs, selon vous, les principales erreurs, disons Oh, ben, d'abord dans la gestion de son entourage, on ne peut pas dire que ça a été extrêmement brillant. Ensuite, dans peut-être le fait qu'il n'ait pas suffisamment écouté ses amis, ses vrais amis français et européens, qu'il se soit un peu isolé d'un certain nombre de ses collègues africains qui, quel que soit leur engagement, quelles que soient leurs options, droite-gauche, ont incontestablement un poids considérable. Et je pense en particulier au président Compaoré. M. Gbagbo aurait dû travailler davantage avec Blaise Compaoré et non pas le considérer comme un adversaire. Il y a comme ça un certain nombre de... Puis aussi la maîtrise des questions économiques et surtout sa difficulté, mais là, ça on peut le comprendre, à briser la corruption. Mais vous parlez de Compaoré qui quand même, dans une autre anecdote que j'ai lue, avait dit, parce qu'il avait aidé dans le temps, même le FPI a publié ses petites tracts, mais quand c'était encore un parti dans la clandestinité. Mais après, il a vraiment changé d'avis, et d'ailleurs c'était très tôt déjà, hein, je crois que c'était en 2002 ou quelque chose comme ça, où il a déclaré pour la Côte d'Ivoire, il faut Ouattara. Donc, Oui, oui. en plus aussi... non, mais parce que peut-être que Laurent Gbagbo n'a pas fait ce qu'il fallait pour, en voisinage, en entente cordiale et en concertation permanente, faire en sorte qu'il n'y ait pas cette évolution de Blaise Compaoré. Moi, je pense que ça a été une erreur de considérer Compaoré comme un adversaire et non pas comme un partenaire. Alors peut-être que Compaoré porte une part de responsabilité dans cette histoire, et que, compte tenu des origines de Ouattara, il avait un penchant naturel pour ce personnage, désormais président de la Côte d'Ivoire. Non, parce que je pense que Gbagbo a quand même proposé, lui, Ouagadougou comme procès de paix. Non, oui, oui, mais c'est vrai. sympa. C'est vrai, moi j'ai été témoin de plusieurs rencontres entre Gbagbo et Compaoré à Ouaga, pays que je connais très bien, le Burkina. Donc oui, il y a eu des échanges, des efforts, mais bon, ça n'a pas marché. Et si ça avait marché, on n'en serait pas là. Parce que Blaise Compaoré, quoi qu'on dise, quoi qu'on puisse lui reprocher en Afrique ou ailleurs, est un des personnages clés de la région, est un homme d'État qui s'est imposé et dont les capacités de médiation sont impressionnantes et ont fonctionné. On l'a vu pour la Guinée, on l'a vu pour, y compris le Sénégal et d'autres pays. On le voit aussi pour sa détermination à essayer de résoudre les problèmes dramatiques du Sahel. Blaise Compaoré a peut-être des défauts, il a peut-être une histoire compliquée dans son accession au pouvoir, mais il est désormais l'un des hommes, probablement l'homme qui s'est le mieux imposé dans cette Afrique de l'Ouest. Mais est-ce que c'était peut-être pas le fait même que le coup d'État de 2002 était attribué à l'aide du Burkina Faso? C'est pas prouvé, ça demande à être étudié. Je pense que la France a davantage de responsabilités dans cette affaire, et on le verra. Et quand vous dites responsabilité, jusqu'à quel point est-ce que vous pensez qu'il y a eu carrément un appui de la rébellion de la part de la France ou... C'est parfaitement possible. Ce qui est certain, c'est que les milieux gouvernementaux français de l'époque ne voulaient plus de Gbagbo. Et qu'on connaît les méthodes françaises dans ces cas-là. Vieilles méthodes issues des pires travers du gaullisme, des méthodes Foccart, etc. Ça a perduré. Et pour ça, ils trouvent toujours de bons professionnels. Et est-ce que c'était parce qu'il faisait peur politiquement? Est-ce que c'est parce que
il voulait changer certains aspects de l'économie, de la relation Oui, parce économique. qu'il détonnait. Et il ne voulait pas que la France lui dicte sa conduite, y compris sur le plan économique. Et peut-être qu'il y a des intérêts financiers privés, d'entreprises privées importantes qui voyaient ça d'un mauvais œil, l'évolution d'une économie mieux maîtrisée, où ce ne sont pas les entreprises privées qui dirigent le pays, mais d'autant qu'elles sont françaises ou occidentales, et que le pouvoir politique mette son nez davantage dans ce qui se passe en matière de développement économique. Voilà. Donc tout ça, c'est vrai, Laurent Gbagbo, mais il n'a pas eu dans le fond, il n'a pas eu la capacité suffisante pour faire une politique qui détonnait, qui était différente de celle des autres. Et pour ça, il aurait fallu avoir une assise, une force politique supérieure. Il ne l'a pas eu parce qu'il n'était pas bien entouré et parce que il a été très rapidement pris par l'obligation de juguler les crises diverses et variées qui lui tombaient dessus. Et le programme, aujourd'hui même, je ne sais pas, je suis pas mal informé, mais je me demandais les questions un peu radicales qu'on revendiquait dans les années 80 pour l'Afrique, comme la fin des bases militaires, ou bien un code éthique des multinationales. Est-ce qu'au fur et à mesure, avec le temps, on le revendique encore comme parti socialiste je voyais que le Royal, la dernière fois, avait proposé ça, non, la fin des bases militaires Oui, dans un interview, je me rappelle, là, dans un magasin chrétien. Elle avait fait ça pendant les oui, oui, élections. oui. Et Elle connaît bien l'Afrique. je me demande s'il y a eu une évolution aussi. Ce qui m'inquiéterait, je dis ça au conditionnel, mais j'ai presque envie de dire ce qui m'inquiète, c'est que l'Afrique ne soit plus une priorité. Et pour la droite, elle l'a montré avec Sarkozy, qui déteste ce continent. Et je le crains pour la gauche, parce que nous aurions évidemment des problèmes colossaux à régler en Europe avec la crise, et que nous n'aurions plus la capacité ni le temps à nous intéresser à ce Sud qui pourtant est quelque chose qui doit être appréhendé avec le maximum de vision d'avenir. Bon. Donc, mon appréhension, c'est que ça ne soit pas une priorité. D'ailleurs, ça n'en est pas une du tout pendant cette campagne électorale. Mais alors, je crois qu'il faut tout revoir. Et je ne dis pas verser dans l'utopie. La gauche des années 70 ou début 80 a versé dans l'utopie, a cru qu'on pouvait renverser la table et tout changer. Je crois que c'est une illusion. D'ailleurs, ce n'est pas respectable par rapport à nos interlocuteurs africains. Mais ce qui doit être au moins pris en compte dans une campagne électorale, là c'est trop tard, mais dans un nouveau mandat politique présidentiel qui serait exercé par un nouveau président qui s'appelle François Hollande, c'est notre intérêt, notre portée, notre regard porté vers l'Afrique, porté vers le Sud. Il y a beaucoup de socialistes qui sont prêts et qui partagent cette idée. Reste à convaincre les principaux responsables que, en négligeant l'Afrique, on ferait une lourde erreur. Et en s'intéressant à l'Afrique, on en viendrait forcément à modifier un certain nombre de choses, y compris sur le plan militaire, y compris sur le plan de la relation partenariale. Nous sommes quelques-uns à avoir fait des propositions là-dessus, qui ne sont pas des propositions utopiques, mais qui sont, encore une fois, un regard tourné vers ce continent, qui incontestablement est l'un des continents d'avenir du monde, et puis la nécessité de profiter de notre géographie,
sachant que la géographie fait l'histoire et que la relation que la France doit avoir avec les pays du sud de la Méditerranée, qu'il s'agisse du Maghreb, mais aussi bien sûr de l'Afrique noire, doit être un élément majeur de notre politique internationale. Et est-ce que dans cette vision, il y aurait aussi la possibilité de sortir du CFA, du contexte monétaire, pour développer une monnaie de l'Afrique de l'Ouest, ou est-ce que c'est pas dans les plans socialistes du tout? Ah, écoutez, il ne s'agit pas de plan socialiste, là. Il s'agit de dialogue que l'on doit avoir avec les responsables africains. Pas question de leur imposer quoi que ce soit, comme M. Balladur leur avait imposé la dévaluation, etc. Il faut les consulter, les rencontrer, se concerter en permanence et décider ensemble. Il ne s'agit pas de leur imposer quoi que ce soit. C'est ça la ligne principale. Voilà, je crois que on aurait tort aujourd'hui de les considérer de manière mineure. Les Africains sont en capacité de prendre en main leur destin. Et d'ailleurs, l'une des recommandations qui nous tient à cœur, c'est le fait que l'Union africaine puisse monter en puissance. Pour l'instant, elle manque de moyens politiques et militaires. Plus l'Union africaine montera en puissance, plus les Africains pourront prendre en main leur destin. Il n'est pas normal qu'on fasse appel à la France, à je ne sais quel pays, pour régler leurs problèmes. C'est à eux de régler leurs problèmes. Et c'est à nous de nous investir au sens noble du mot pour les aider à régler leurs problèmes, mais pas les régler à leur place. Mais là, il y a une contradiction parce que quand même, on avait demandé, par exemple, les accords de défense. Gbagbo, à l'époque, en 2002, avait demandé de l'aide, mais même avant, il voulait reconstruire l'armée pour que, justement, il soit plus dépendante de l'intervention française quand il en avait besoin. Quand 2002 arrivait, la France n'est pas intervenue pour reprendre le pays comme il avait souhaité. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là-dedans, dans le sens que il faut quand même, pour être indépendante, aussi de développer une armée propre et de son propre pays, ce que on ne voulait pas, parce que c'était cher, non, aussi. Mais oui, mais bien entendu, comment voulez-vous comparer les moyens? Comment voulez-vous considérer que les pays africains devraient faire de leur budget de défense l'un des budgets prioritaires? C'est impensable, compte tenu du niveau de développement et des besoins considérables qui existent au niveau des infrastructures, de la vie quotidienne, tout simplement de la nourriture, etc. Donc c'est impossible. Donc il faut des accords, mais des accords qui ne soient pas imposés, qui soient concertés. Peut-être des accords d'ailleurs qui ne seront pas les mêmes sur l'ensemble du continent ou de la région de l'Afrique de l'Ouest. Mais il faut discuter, il ne faut pas imposer. Il ne faut pas que la France ne raisonne que par une stratégie qui ferait qu'il se considérerait comme voulant imposer, y compris leur dispositif militaire. Donc tout doit être concerté, tout doit être discuté, rien ne doit être imposé. Et pendant cette campagne que je n'ai pas suivie, donc il n'y a pas eu de prise de position sur, disons, ces volets assez fondamentaux, les accords de défense. Il y a eu une intervention de François Hollande sur l'ensemble de la problématique de la défense française, très intelligemment développée, mais moi je suis absolument consterné que l'Afrique n'ait pas fait l'objet du moindre débat. La responsabilité incombe à chaque candidat, y compris le nôtre. Mais on a considéré que... alors il y a eu des allusions. Il y a eu... nous avons, Laurent Fabius et moi, et quelques autres, au sein du Parti socialiste, fait passer un certain nombre de notes, d'idées, programmatiques,
à inclure dans les projets, les démarches futures dans l'exercice du pouvoir. Donc nous sommes prêts pour ça, nous sommes prêts. Mais dans le débat électoral, télévisé, radio, il n'y a rien eu, pratiquement, c'est bien dommage. Sauf évidemment l'aspect critique. Chacun a pu, à gauche, condamner la nullité du candidat sortant sur les problèmes africains et même la provocation du discours de Dakar. Ça, on a dénoncé, mais on n'a pas suffisamment, on ne s'est pas projeté dans l'avenir. Bon, pour parler d'Hollande, mais je ne crois pas qu'on va l'utiliser, il avait quand même changé d'avis assez radicalement en 2004. D'abord, il avait dit que Marcos VI n'était pas acceptable parce qu'on a imposé un ministre de l'Intérieur qui venait de la rébellion. Et dans la même année, il dit que Gbagbo est infréquentable. Donc cette phrase est vraiment restée oui, je pense qu'il a été justement victime des lobbies auxquels je faisais allusion, et aussi peut-être d'un certain nombre de personnages au Parti socialiste qui étaient influencés. Oui, c'est... Et bon, petit à petit... mais au moins, aujourd'hui, on devrait au moins reconnaître que la présence de Gbagbo à La Haye, admettons, d'ailleurs, il y a un procès qui va avoir lieu, etc. Mais l'absence de Soro à La Haye, lequel Soro est toujours Premier ministre de la Côte d'Ivoire, ça saute aux yeux, c'est un vrai scandale. C'est un vrai scandale. Personne n'a le courage de le dénoncer, parce que ce n'est pas politiquement correct. Voilà. Bon, mais un certain nombre d'entre nous continueront à le faire. Je répète, La Haye, Gbagbo, Soro, Premier ministre à Abidjan. Voilà. Et si un socialiste ne se scandalise pas de cet état de fait, pour moi, il n'est pas socialiste. Et qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il est à La Haye ? Moi, je crois à la justice internationale. Je pense qu'à partir du moment où on est entré dans ce cycle, il a été arrêté, il a été accusé, il faut qu'il se défende. Et je lui fais confiance et je fais confiance à ses avocats pour qu'ils puissent se défendre. Je vous dis, le scandale, c'est pas que Gbagbo soit à La Haye, c'est que Soro n'y soit pas. Donc vous pensez qu'il y a des vraies raisons pour lesquelles il devrait être à La Haye ? Ah bah évidemment, mais ça saute aux yeux. Mais on sait très bien les crimes, les exactions auxquels se sont livrées les forces nouvelles, et sur une très très longue période. Non, je dirais de le camp Gbagbo. Disons de l'armée nationale de Gbagbo, oui. les accusations sous lesquelles il a... Mais il faut qu'il s'explique complètement, totalement. L'avantage d'un procès, c'est qu'on peut s'expliquer. Et c'est pas un procès, c'est pas une institution où on l'empêchera de parler. Bien fait l'internationale socialiste de écarter le FPI comme parti politique de l'internationale socialiste. Ils l'ont fait quand, ça ? Bon, c'était après les élections, je crois. Ouais. Oui, bon, vous savez, c'est... L'internationale socialiste, elle a des choix parfois un peu bizarrement sélectifs. On ne sait pas très bien les critères. Bon, l'internationale socialiste a des pouvoirs limités, a des... c'est pas l'essentiel. Hein. C'est pas l'essentiel. Hein. C'est pas l'essentiel. L'internationale socialiste devrait être plus solidement gouvernée, devrait délibérer davantage, là encore, on attend une montée en puissance de l'internationale socialiste qui, pour l'instant, ne s'est pas produite. Merci beaucoup.